Samedi 24 septembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres. Algérie, rencontre gouvernement Wali. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé l'ouverture des travaux. Il est revenu sur le rôle de l'Algérie pour asseoir la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel. Et à l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre par intérim malien déclare que le peuple malien soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali ainsi que le retour à un ordre constitutionnel. À New York, toujours, le ministre algérien des Affaires étrangères et son homologue russe ont évoqué l'approfondissement des relations bilatérales et le renforcement de la coordination des politiques étrangères des deux pays. Italie, quelques heures avant le scrutin législatif sur fond d'inflation et de crise énergétique, l'Alliance de droite aspire à une victoire historique selon les intentions de vote. On entame ce journal en Algérie où le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement Wali au Palais des Nations à Alger. Une rencontre placée sous le thème promotion de l'économie nationale et développement local. Elle s'étalera sur 2 jours et abordera plusieurs thèmes liés au rôle du Wali dans le développement économique local et le nouveau cadre juridique pour la promotion du climat des investissements ainsi que la réforme financière et la fiscalité locale. Et lors de son allocution, le président de la République a rappelé la position de l'Algérie qui a toujours été solidaire avec les pays du Sahel et a contribué à instaurer la sécurité dans la région. En atteste de cela toute la communauté internationale. On écoute. شهادة راكم تشوفوا انتم راكم تتبعوا الأحداث راكم تتبعوا اليوم الناس تشهد من الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول العظمى الولايات المتحدة روسيا الصين وغيرها إلى الاتحاد الأوروبي كل يشهدوا بالدور تاع الجزائر في إرساء الأمن والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى المحيط. Et le Sahel, justement, on en parle à l'Assemblée générale des Nations unies où le Premier ministre par intérim malien Abdoulaye Idrissa Maïga accable la France d'avoir abandonné en plein vol le Mali dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel. Il qualifie le gouvernement français de junte au service de l'obscurantisme. Le Premier ministre de la transition malienne a également estimé que le peuple malien soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali ainsi que le retour à un ordre constitutionnel. On écoute. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. Le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays. Le peuple malien a décidé de prendre son destin en main. Il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, transparentes et crédibles. Et de son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à des solutions nouvelles pour la mission de maintien de la paix au Mali. Déclaration faite lors d'une réunion sur le Sahel en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il ajoute qu'une revue d'ensemble du rôle de la MINUSMA est en cours. À la demande du Conseil de sécurité, une revue d'ensemble du rôle de la MINUSMA est en cours. À la lumière des changements survenus dans le pays et des défis qui persistent en dépit des efforts collectifs, des solutions nouvelles s'imposent. Il y a urgence
L'insécurité et l'instabilité politique au Sahel continuent d'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique. Soyons clairs, la crise sécuritaire au Sahel représente une menace mondiale. Si rien n'est fait, les effets du terrorisme, de l'extrémisme violent et du crime organisé seront ressentis bien au-delà de la région et du continent africain. Et c'est sans le Mali que se sont réunis les chefs d'état-major des pays membres du G5 Sahel à Niamey, puisque Bamako a rendu effectif son retrait de la dite instance, y compris de sa force conjointe. Un retrait qui change la configuration du G5 d'un côté et certainement même ses missions et ses capacités opérationnelles. Tinine Makassi. Sans le Mali en son sein, le G5 devient désormais le G4. Et de fait perd de sa substance, puisque sans ce pays fondateur, l'instance ne répond plus à son principal objectif. L'essence même de cette force est d'opérer d'une part à l'autre de la frontière, sur une profondeur de 50 km, adoptant une stratégie de droit de poursuite, et s'assurer que la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne soit pas une zone poreuse, autrement dit un nœud favorable à l'expansion du terrorisme. Et c'est justement dans ce contexte particulier que s'est tenue la première réunion des chefs d'état-major des pays membres à Niamey. Bien que les sociétaires affirment que la réflexion sur l'avenir de leur partenariat sécuritaire est un débat sérieux au sein de l'organisation, il n'empêche que l'avenir de cette organisation ne semble possible qu'avec le retour du Mali en son sein. La situation interne du G5 Sahel a enregistré le départ de la République sœur du Mali. Nous regrettons ce retrait, car le Mali est un membre fondateur de cette organisation. Il a toute sa place à nos côtés. Nous ne pourrons vaincre le terrorisme, stabiliser et développer le Sahel sans une lutte commune et une mutualisation des moyens. Nous espérons que nos frères maliens vont reconsidérer leurs décisions et réintégrer notre organisation commune. La porte du G5 Sahel reste toujours grandement ouverte pour les accueillir. Une des questions que posent les observateurs qui est déterminante pour l'avenir de l'organisation, le Mali va-t-il laisser le droit de poursuite sur son territoire ? Autre déclaration de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Tchad qu'on vient d'écouter à Watifel, Tidjani Ahmed Koiboro, à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Elle appelle à corriger une injustice historique en attribuant une pleine et égale participation du continent africain au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur la réforme du Conseil de sécurité, organe en charge de la paix et de la sécurité internationale, le Tchad exhorte une fois de plus les États membres de passer de la rhétorique aux actes en vue de réaliser la dite réforme et corriger l'injustice historique à l'égard du continent africain, qui l'exclut d'une pleine et égale participation à cet organe. On reste à New York où, en marge de l'Assemblée générale, le ministre algérien des Affaires étrangères et son homologue russe ont évoqué l'approfondissement des relations bilatérales et le renforcement de la coordination des politiques étrangères des deux pays. Ramtan Lamamra et Sergei Lavrov ont également examiné les questions d'actualité à l'ordre du jour mondial et régional en mettant l'accent sur le renforcement de la coordination au niveau de la politique étrangère bilatérale. Et c'est la première fois qu'une cour est saisie d'une affaire traitant du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. L'arrêt historique rendu jeudi par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples affirme que le droit à l'autodétermination et l'indépendance du peuple sahraoui est une réalité juridique incontestable et que les États africains ont la responsabilité et l'obligation d'agir pour l'application de ce droit. Un arrêt salué par le gouvernement du Sahara occidental, mais aussi au-delà de ses frontières. Mohamed Amina Berkane. Le nouvel arrêt rendu jeudi par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la nécessité de trouver une solution permanente à l'occupation marocaine du Sahara occidental constitue un précédent judiciaire très important en Afrique, annonçant les prémices d'une dynamique juridique d'envergure qui pourrait sous-entendre des poursuites contre des pays africains qui oseraient attenter au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et l'indépendance.
Par cet arrêt d'une importance capitale, la Cour africaine s'inscrit en phase avec la Cour internationale de justice et la Cour de justice de l'Union européenne, mais elle va plus loin en soulignant dans des termes exemplaires ce qu'a été le droit à l'autodétermination dans l'histoire des peuples africains pour mieux stigmatiser l'occupation militaire du Sahara occidental par le Maroc. Le ministre sahraoui de la Justice, Mohamed Mbarek, a souligné que le Royaume du Maroc doit rompre avec le déni pour s'inscrire dans la réalité et permettre à l'ONU et à l'Union africaine de décoloniser le territoire. Les États africains ont le devoir de fonder sur cet arrêt de la Cour pour s'unir autour du droit à l'autodétermination et à l'indépendance, droit qui est au cœur de leur histoire, a-t-il assuré. Pour sa part, la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme a salué l'arrêt rendu par la Cour africaine et félicite le peuple sahraoui pour cette victoire judiciaire, ainsi que tous ceux qui défendent les peuples colonisés et les valeurs de liberté et de dignité. De son côté, le gouvernement sahraoui s'est félicité de l'arrêt de la plus haute instance judiciaire africaine qui a souligné que la cause sahraoui est une question africaine qui n'a pas encore été décolonisée. Et la diplomatie sahraoui se félicite des déclarations du président kényan William Ruto qui a affirmé l'attachement de son pays aux relations avec le Sahara occidental, mettant en avant la forte volonté d'approfondir les relations historiques d'amitié et de solidarité entre les deux pays. Le communiqué du ministère sahraoui rapporte que la République sahraoui a réaffirmé sa disposition permanente à poursuivre et à approfondir les relations historiques d'amitié et de solidarité avec la République du Kenya, pays frère. 14 tonnes de hashish en provenance du Maroc ont été saisies par la Guardia civile espagnole hier. Elle a également arrêté 49 personnes. Il s'agit du gang le plus important opérant en Espagne. Il transportait régulièrement jusqu'à 20 tonnes de hashish par mois d'Afrique du Nord vers la péninsule ibérique, d'après le communiqué de la Guardia civile qui précise que les passeurs étaient lourdement armés. La drogue a été débarquée sur la côte sud de l'Espagne, près de Cadix et le long du fleuve Guadalquivir. Et lors de son allocution à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le président palestinien a fustigé l'entité sioniste. Il la qualifie de régime d'apartheid qui ne souhaite ni la paix ni une solution à deux États. Safwan Ben Sabri. C'est un véritable plaidoyer contre l'entité sioniste qu'a livré vendredi le président palestinien aux Nations unies. Dans son discours, il met en cause l'absence totale de volonté pacifique de l'entité sioniste, entre autres. Par ses politiques préméditées et délibérées, l'entité sioniste détruit la solution à deux États. Cela prouve sans équivoque qu'il ne croit pas à la paix. Mahmoud Abbas a fustigé le système politique sioniste, déclarant que ce dernier reposait sur un régime d'apartheid dont les lois sont foncièrement racistes. Il légifère des lois racistes consacrant le régime d'apartheid. Oui, l'apartheid. Et pour ceux qui n'aiment pas ce mot, oui, c'est un système d'apartheid. Le président palestinien est allé plus loin, mettant en lumière le rôle complice de la communauté internationale, en particulier de l'Occident, à sa tête les États-Unis. Par ailleurs, le président palestinien a reproché au Conseil de sécurité son silence assourdissant à l'heure de condamner les crimes sionistes, alors que cet organe a pour mission de garantir le respect du droit international. Lors de son discours mercredi à l'ONU, le président américain Joe Biden avait lui aussi réitéré son soutien à la création d'un État palestinien, mais sans annoncer d'initiative particulière pour relancer les négociations, restées au point mort depuis 2014. On va en parler avec Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon et défenseur de la cause palestinienne. Bonsoir Maître. Bonsoir. Cette déclaration de Mahmoud Abbas intervient, on le rappelle, au lendemain de celle du Premier ministre israélien et la déclaration du président palestinien qui n'apporte rien de nouveau. Celle de Yair Lapid est aux antipodes de ce qui se passe sur le terrain. Et cette 77e Assemblée générale des Nations unies à New York, on peut le dire, est devenue la tribune des déclarations creuses, Maître.
Hélas, vous avez tout à fait raison. Et c'est d'autant plus regrettable que dans un monde qui cherche à tout commercialiser, avec le leadership des États-Unis et de l'Occident, on veut rompre les principes du droit sous la force de l'argent. Donc l'ONU est d'autant plus utile. C'est très facile de critiquer l'ONU, ça c'est très très facile. Mais en fait, il faut la défendre parce que c'est le dernier lieu, c'est un des derniers lieux importants, essentiels, où se dit le droit international. Alors évidemment, ces discours creux, que ce soit Biden, que ce soit l'Israélien, que ce soit le président Abbas, ne vont pas aller loin. On dit qu'on va reprendre des négociations, mais sur quoi? En fait, tout changera le jour où on va rompre avec le processus d'Oslo. Vous savez, discuter avec les Palestiniens, qu'ils soient de Gaza, qu'ils soient de Cisjordanie, qu'ils soient de Jérusalem, ils vont tous vous dire que le problème c'est Oslo. Et pourquoi le problème c'est Oslo? Parce qu'à Oslo, on crée cette autorité palestinienne, c'est-à-dire une chose, voilà, on ne sait pas ce que c'est, qui n'existe pas en droit international, et qui peut devenir quelque chose à partir du moment où l'État d'Israël lui transfère des pouvoirs. Mais je pense quand même que dans toute diplomatie, dans tout on sait qu'on négocie sur la base d'un rapport de force. Où est le rapport de force quand d'emblée vous dites c'est la partie adverse qui a tout, et peut-être si elle est gentille, elle pourra m'en transférer un petit peu. Alors c'est déjà incroyable. Évidemment, voilà, on a le résultat dès qu'on a posé le problème comme cela. Et en plus, c'est faire injure aux droits des peuples et à l'autodétermination. Le peuple palestinien, il existe avant le peuple israélien. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et Israël s'est créé en continuation de l'État de Palestine dans ses frontières. Ils ont fait des déclarations internationales en disant on reprend les accords internationaux que la Palestine avait signés. Donc il faut rompre avec cela. Et quand M. Abbas voudra faire quelque chose de pertinent, eh bien on surveillera, c'est le peuple qui le verra. Mais tant qu'il y a un accord de coopération sécuritaire avec la puissance militaire occupante, que vaut la direction palestinienne? Donc hélas, on ressort déçu et je pense que ces discours à l'ONU tombent totalement à creux pour le peuple palestinien. Yair Lapid qui a d'ailleurs évoqué une solution à 2 États, une solution pour pérenniser le fait de l'occupation sioniste, finalement un jeu sioniste dépassé, maître. Mais complètement. Et moi, je mets même en garde contre le mot d'apartheid, vous voyez, parce que le président Abbas dit, voilà, apartheid, même si ce mot ne plaît pas. Mais attention, qu'est-ce que c'est apartheid? Oui, il existe un apartheid international dans l'inapplication du droit international. Mais quand on fait la référence à apartheid d'Afrique du Sud, on est sur l'idée que c'est la même loi pour tous. Les Noirs en Afrique du Sud demandaient qu'il n'y ait pas une loi pour les Blancs et une loi pour les Africains. Elles demandaient la même loi pour tous. Mais est-ce que les Palestiniens demanderaient maintenant la même loi israélienne pour tous et que les lois israéliennes soient appliquées sans discrimination? Cette histoire d'apartheid, c'est un très grand piège. Il n'y a pas de question d'apartheid. Elle est secondaire. Elle existe en droit international, je l'ai dit, mais elle est très secondaire. La question, c'est l'autodétermination du peuple qui est souverain sur sa terre. Vous avez évoqué il y a quelques instants dans votre journal le très important arrêt qui vient d'être rendu par la Cour africaine des droits de l'homme. Vous pouvez coller les mêmes principes qui ont été jugés par la Cour africaine des droits de l'homme sur la question palestinienne et vous aurez la réponse. Un droit à l'autodétermination et une occupation militaire qui ne crée jamais aucun droit. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que le Polisario, Front Polisario et la République arabe sahraoui démocratique arrivent à obtenir un résultat en justice? Parce qu'ils sont politiquement déterminés et parce qu'ils ne se sont pas mis dans la main de ceux qui veulent les écraser. Voilà. Donc, le parallèle entre ces deux événements, le discours et la décision de justice, je trouve, est particulièrement flagrant et il faut donner une perspective au peuple palestinien et à sa jeunesse parce qu'autrement il ne restera que la violence. Donc sortons de ces discours et passons à des actes forts. Merci maître Gilles Devers pour cet éclairage. Je le rappelle, vous êtes avocat au bureau de Lyon et défenseur de la cause palestinienne. Et dans le reste de l'actualité, 77 migrants libanais sont morts au large de la Syrie. Leur bateau parti du Liban a coulé d'après le ministre syrien de la Santé. Il s'agit du naufrage le plus meurtrier de ces dernières années au départ du Liban. Selon la télévision syrienne, environ 150 personnes, principalement des Libanais et des Syriens, se trouvaient à bord du petit bateau. Toujours selon le ministre de la Santé syrien, la marine russe a participé aux opérations de sauvetage. On écoute des proches des victimes disparues. Les migrants travaillent dur et n'ont besoin de personne. Mais ils ont atteint ce stade comme beaucoup de Libanais. Il n'est pas parti pour des vacances à l'étranger ou pour passer un week-end. Il est parti pour réaliser ses rêves.
Son rêve n'était pas d'obtenir une autre nationalité, mais simplement d'inscrire ses enfants dans une école et les nourrir, rien de plus. La pauvreté et les conditions de vie désastreuses ont poussé Mustapha à quitter le Liban. Que devons-nous attendre de ce pays? Nous n'avons ni eau, ni électricité, ni aucun moyen de subsistance. Il a emprunté de l'argent à ses frères, sa mère, ses amis. Il a vendu sa voiture, ses meubles et les vêtements de ses enfants. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il a atteint un état misérable au point qu'il a dû quitter le pays. Dans le conflit en Ukraine, les personnes enrôlées dans les forces armées russes dans le cadre de la mobilisation partielle reçoivent des armes de combat dans la région du Kamtchatka en Russie. Les militaires commenceront ensuite à s'entraîner au combat en unité sur l'un des terrains d'entraînement militaire. Le président russe Vladimir Poutine avait décrété cette semaine la mobilisation immédiate d'au moins 300 000 réservistes. Et puis le Qatar qui annonce la signature d'un important contrat avec le géant gazier et pétrolier français Total Energy pour augmenter sa production de gaz naturel liquéfié. Il s'agit d'un investissement majeur pour le géant français et suite à ce nouvel accord, Total Energy va investir 1,5 milliard de dollars dans le projet gazier Northfield South au Qatar. Northfield représente environ 10% des réserves de gaz naturel connues dans le monde. Je suis heureux d'accueillir mon très bon ami M. Patrick Pouyanné, président du directeur et directeur général de Total Energies, pour annoncer sa sélection comme premier partenaire de Qatar Energy dans le projet NFS. Conformément à l'accord que nous signerons prochainement, Total Energies détiendra une participation nette effective de 9,375% dans le projet NFS, sur un total de 25% disponible pour la participation des partenaires internationaux, tandis que Qatar Energy conservera une participation de 75%. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être un partenaire de l'expansion de NFS. Le projet est sur la bonne voie pour fournir le GNL dont le monde a tant besoin d'ici la fin 2025-2027. Et le timing est parfait, car comme vous le savez, la plupart des dirigeants du monde ont découvert cette année le mot GNL, en particulier en Europe. Nous avons une nouvelle demande du GNL, vous savez, l'Europe. Et en Italie, à quelques heures du scrutin législatif, les intentions de vote donneront gagnante la coalition de droite rassemblant Forza Italia et la Ligue, menée par Matteo Salvini, ainsi que le parti de Fratelli d'Italia dirigé par Giorgia Meloni. L'alliance de droite aspire à une victoire historique avec une majorité parlementaire dépassant les 50%. Les détails avec Amine Touta. Le Parlement de Rome va-t-il basculer à droite? Une question de plus en plus pesante à la veille des élections législatives italiennes, marquée par la constitution d'une coalition de droite, incluant le traditionnel parti Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue dirigée par Matteo Salvini. Mais le nom qui se trouve en première ligne, c'est Giorgia Meloni, la numéro 1 du parti Fratelli d'Italia, qui pourrait être la première responsable d'une telle composante à diriger le gouvernement d'un pays fondateur de la communauté européenne. Nous voulons une Italie forte, sérieuse et respectée sur la scène internationale. Une Europe à part entière, la tête haute en Europe et en Occident, fiable, réelle, sérieuse. Affidabile, leale, seria. Pour Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur, la baisse des taxes serait un engagement majeur de la coalition, avec en promesse le paiement d'impôts réduit à 15%. La flat tax. All'italiana, la tassa piatta, la tassa unica. La flat tax, la tassa piatta dit en italien. L'impôt unique est simple, à 15% à donner du travail à des millions de travailleurs indépendants, des titulaires de la TVA, de freelance. Celui qui choisit la Ligue choisit aussi de réduire les impôts des salariés, des retraités et des familles avec enfants à charge. Jusqu'à 70 000 € de revenus bruts, vous ne payez que 15% d'impôts. Si paga solo il 15%. Un projet politique de droite soutenu par le courant emblématique Forza Italia et son chef historique Silvio Berlusconi. L'ex-premier ministre a apporté son soutien à Giorgia Meloni, dénonçant la gouvernance de la gauche et l'oppression fiscale dans le pays.
Des nouveaux noms pour une nouvelle instance législative d'un parlement italien sans majorité depuis 2018 et avec des coalitions de droite et de gauche dans 2 gouvernements consécutifs. Quels seraient les nouveaux noms? Réponse demain, 25 septembre. En France, l'aéroport de Montpellier a été fermé pour une durée indéterminée après la sortie de piste d'un avion de fret. L'avion, un Boeing 737, a raté son atterrissage dans le courant de la nuit sans faire de blessés. 3 personnes étaient à bord de l'appareil. 42 mouvements d'avion étaient prévus ce samedi, soit 21 vols commerciaux. L'aéroport de Montpellier précise que les annulations des vols ou leurs déplacements vers les aéroports les plus proches relèvent des compagnies aériennes. Il n'a pas ajouté plus de précisions sur les décisions prises. Et en Colombie, la plus grande faction dissidente de la guérilla des FARC de Colombie a annoncé la suspension de ses attaques contre les forces de sécurité afin de parvenir à un cessez-le-feu bilatéral. Cette faction avait rejeté l'accord de paix de 2016. La faction dissidente des forces armées révolutionnaires de Colombie déclare que l'arrêt des hostilités est le point de départ pour créer un climat propice et initier avec le gouvernement national les accords et mécanismes pour un cessez-le-feu bilatéral. On rappelle que le nouveau président de gauche, Gustavo Petro, a multiplié les appels à la négociation en vue du désarmement des différents groupes armés du pays pour mettre fin à la violence dans le cadre de sa politique de paix totale. Se ha ordenado a todas las unidades guerrilleras de las FARC-EP. Toutes les unités de la guérilla des FARC ont reçu l'ordre d'éviter autant que possible les confrontations avec les forces publiques, tant que nous ne nous sommes pas attaqués, afin de créer un climat favorable et d'initier avec le gouvernement national les accords et les mécanismes d'un cessez-le-feu bilatéral, car il est impératif afin de faire avancer le programme social, politique et économique défini par le gouvernement national. En Indonésie, un séisme de magnitude 6.4 a été ressenti ce matin dans la province ouest d'Aceh. C'est ce qu'a annoncé l'agence de météorologie, climatologie et géophysique. L'épicentre de ce séisme, survenu à une profondeur de 40 km, a été localisé à 19 km au sud-est de Molabu. Aucun dégât n'a été rapporté jusqu'à présent. On va parler sport juste avant de se quitter. On va parler football avec notre envoyé spécial Faisal Saleh qui est en direct avec nous du stade Miloud Hetfi. Bonsoir Faisal. Alors l'équipe nationale algérienne de football qui a battu son homologue guinéenne 1-0 hier soir. Prochain match donc mardi face au Nigeria. Oui, la victoire reste à confirmer Faisal. Bonsoir Fatma, la reconstruction des Verts a débuté vendredi au stade Miloud Hetfi Archicambre, une victoire maigre et difficile en même temps. Jamal Belmadi a aligné son habituel 4-3-3. Au cours du jeu, Jamal Belmadi a changé son schéma, et il a incorporé 6 changements, mais finalement c'est les cadres qui ont débloqué la situation à la 79e minute grâce à un but d'Islam Slimani, une passe décisive de Riyad Mahrez. Pour son grand retour, Nabil Bentaleb a convaincu. Le manque de certains automatismes ont freiné en dès lors une situation très attendue par le coach des Verts, Jamal Belmadi. Pour aujourd'hui, c'était une séance de détente aujourd'hui la matinée. L'après-midi, une séance d'entraînement à 18h, mais pas pour tout le groupe. Il y a certains membres du groupe qui ont eu le droit à une séance de gymnastique. On parle aussi de Bedran qui est forfait, qui est out de ce stage après la blessure du match lors du match d'hier au genou. Donc il n'y aura pas Bedran pour le match de Nigeria. Parlons un petit peu de match du Nigeria, le match du mardi, un adversaire pour les Verts mais d'un autre calibre. Le Nigeria qui sera aussi forfait de son joueur, en fait son joueur qui sera forfait, qui est blessé. On parle de Didi Welfred, le joueur de Leicester City, qui s'est blessé à l'entraînement à Constantine, donc il a rejoint l'Angleterre. Mais ça reste une affiche, une très belle affiche. Nigeria-Algérie, un match très attendu, mardi à Miloud Hetfi. On va dire que c'est le vrai test donc pour l'équipe de Jamal Belmadi. Merci Faisal Saleh. Donc match Algérie-Nigeria mardi soir. On reviendra vers vous pour plus d'actualités. Vous étiez en direct avec nous depuis Oran. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouverai le week-end prochain. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.